Aux AFC, nous savons que les parents sont les piliers de la famille. Quand un couple va bien, les enfants vont bien et notre société s'en porte mieux. Alors nous espérons que vous êtes bien installés pour écouter notre intervenant de ce soir, que nous remercions chaleureusement d'être là. Bonsoir, Monsieur Danselme. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes marié depuis 48 ans. Vous avez 8 enfants, dont un prêtre à la communauté Saint-Martin. Et vous avez 24 petits-enfants. Ça fait une jolie tribu. Vous avez d'abord été pilote d'hélicoptère. Vous êtes devenu général dans l'armée de terre. Puis vous êtes reconverti en 2007 pour devenir psychologue clinicien. Vous vous êtes spécialisé dans les domaines du couple et de la famille, ainsi que du traumatisme sexuel. Vous donnez des conférences, comme ce soit aux AFC, et très souvent aux AFC, merci, dans des écoles et aussi dans des paroisses. Et vous animez des sessions et des retraites sur les thèmes conjugaux et familiaux à Montligeon ou à La Grasse. Vous avez écrit un livre dont on a montré tout à l'heure la couverture, qui est sorti en octobre 2024, L'amour durable, joie et mythe de la vie conjugale aux éditions Artege. Et dans le chat, nous vous mettons un petit lien qui vous permettra d'en lire un extrait. Et donc samedi, vous participez à une plénière au forum Viva au Parc Floral à 15h30 sur l'amour durable. Vous allez nous parler pendant un peu plus d'une heure sur le thème de la sexualité liée en lien avec la tendresse. Le titre de votre conférence est Sexualité, l'harmonie des différences. Quand vous aurez fini, nous prendrons un temps pour les questions. Nous synthétiserons les questions que l'ensemble des participants vont poser à travers le chat et qui nous permettront d'entamer la discussion à la fin de votre intervention. N'hésitez pas, chers participants, à vous renommer avec un nom lambda si ça peut faciliter le dépôt de questions. C'est vraiment un thème, c'est vrai, assez intime, donc n'hésitez pas. Cette conférence sera enregistrée et vous pourrez écouter le replay sur le site des AFC, sur la page couple, dans quelques jours. Donc, je vous laisse sans plus attendre, Monsieur Danselme, la parole. Un très grand merci de nous aider à réfléchir et à nous former sur la sexualité liée à la tendresse. Donc, effectivement, je vais parler de sexualité en termes de, comme un psychologue, mais j'ai trouvé très intéressant, même si c'est le père Potet qui parlera davantage de la tendresse dans la prochaine conférence, d'introduire la sexualité par la thématique de la tendresse. En effet, on est tous d'accord qu'il ne peut pas y avoir de sexualité s'il n'y a pas de tendresse entre les conjoints, il n'y aura pas de sexualité épanouie. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire être tendre? Alors, j'ai feuilleté mon gros dictionnaire, le Robert, en 9 volumes, et là, j'ai trouvé une définition que j'ai trouvée très intéressante et je voudrais vous dire. Le premier sens du mot tendre, c'est qu'il n'oppose pas de résistance. Ça ne signifie nullement qu'on va devoir accepter tous les fantasmes de son conjoint. Ça signifie au contraire que deux conjoints vont définir un cadre dans lequel cette sexualité va pouvoir s'épanouir. Et dans ce cadre, il n'y aura pas de résistance. Je veux dire, ils pourront se lâcher dans ce cadre, puisque justement, il y aura cette tendresse. Le deuxième sens du mot tendre désigne une personne qui ressent vivement la façon dont on agit avec elle. Et par conséquent, ce deuxième sens fait référence à une fragilité en chacun de nous. Et effectivement, la sexualité vient toucher des fragilités en chacun de nous parce qu'elle vient toucher l'intimité en chacun de nous. Il est donc nécessaire de connaître cette fragilité de l'autre et je vais essayer de vous la décrire aujourd'hui. Le troisième sens du mot sens, tendre, pardon, définit ce qui est, qualifie ce qui est facilement accessible. À l'évidence, c'est adapté à la sexualité. Il va falloir être accessible à l'autre et se rendre accessible à lui, bien évidemment. Encore faut-il comprendre à quoi faut-il accéder chez l'autre. Et c'est là où le sens suivant, le quatrième, est intéressant, parce qu'il précise justement ce à quoi il faut accéder chez l'autre. Ce à quoi il faut accéder chez l'autre, ce sont les émotions. Et ça, c'est un point clé, me semble-t-il, de toute la sexualité conjugale et même de toute la vie conjugale. Accéder et comprendre les émotions de l'autre, ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même, ce qu'il vit dans son cœur, ce qu'il ressent. Euh, dans mon cabinet, je m'aperçois que c'est un des processus les plus déficients au sein du couple. On a du mal à accéder à ce que vit l'autre. Il faut donc vraiment le faire. Ça, c'est de la tendresse. Le cinquième sens qualifie ce qui est doux, ce qui est délicat. Et effectivement, il est nécessaire d'agir avec délicatesse et avec douceur dans la sexualité, car elle va toucher l'intime en chacun de nous.
Et par conséquent, si elle touche l'intime, elle peut être blessante. Et en revanche, si nous abordons la sexualité, si nous abordons notre conjoint avec tendresse et douceur, nous allons provoquer en lui des émotions douces, donc quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, la tendresse entraîne la tendresse, d'une certaine façon, hein, spécialement dans la sexualité. Le sixième sens est beaucoup plus psychologique, vous allez voir, il est très simple, hein, étendre psychologiquement celui qui manifeste de l'affection et de l'amour. Ça, ce n'est pas adapté à la sexualité, il faut expliquer ce que c'est alors. Donc, je pense qu'il est important de comprendre comment la sexualité ne peut pas se passer de tendresse, ou comment ce qui est tendre va conditionner tout ce qui est sexuel au sein du couple. Globalement, dans ces six définitions du mot tendre, ce qui est décrit, c'est une relation. Le mot tendre est en lien avec la relation. Et c'est une relation de bienveillance, de compréhension, de prise en compte de l'autre, spécialement dans le domaine émotionnel. Et je crois que ce sont effectivement les clés de la sexualité conjugale. Là, vous avez une première indication qui va permettre à chaque couple qui m'entend de se positionner dans une ou l'autre des deux boucles. Et là, je vais sortir un petit schéma. Voilà. J'espère qu'il est visible, ce petit schéma. Euh, la compréhension mutuelle fortifie le lien et entraîne la tendresse. Et réciproquement, l'intensité du lien et la tendresse favorisent la compréhension. Vous avez ainsi au sein du couple une espèce de boucle vertueuse qui passe de la compréhension à la tendresse et au lien, et réciproquement. Donc c'est une boucle vertueuse. En revanche, il y a une deuxième boucle qui est l'inverse. L'incompréhension mutuelle génère des frustrations et active la colère. Or, les frustrations et la colère nous enferment, si bien que l'incompréhension de l'autre ne fait que croître. Vous avez aussi ainsi au sein du couple une deuxième boucle qui est vicieuse, hein, où on passe de la frustration à la colère, de la colère à la frustration, etc., par manque de tendresse, justement. Euh, Ces deux enchaînements logiques sont particulièrement efficaces, particulièrement prégnants dans le domaine de la sexualité. Et je pense que là, les petits couples, vous devez savoir où se situe votre couple. Dans laquelle des deux boucles? La boucle vertueuse du haut ou la boucle vicieuse du bas? Et si celle du bas, bah, il est temps de basculer dans celle du haut. Effectivement. Et je vais vous donner des clés, justement, pour arriver à passer dans celle du haut, passer dans la boucle vertueuse. Je vous propose de rentrer dans ce sujet de la sexualité conjugale en explicitant trois points. Voilà. Posé pour trois grandes parties. La première, c'est la différence entre l'homme et la femme. C'est ce qui fait la différence, qui rend la sexualité conjugale difficile, mais aussi si riche. Le deuxième, c'est ce que j'appelle la chorégraphie conjugale, où j'ai explicité des éléments qui conditionnent cette réussite, cette harmonie conjugale, dans le domaine de la sexualité. Et la troisième partie de mon exposé, ça sera une approche plus catholique, une vision plus catholique de la sexualité. Bon, surtout, partez pas quand je vais aborder ce sujet-là. C'est pas question de vous réciter le catéchisme, mais de faire quelques brèves réflexions, ça sera pas très long, sur l'incroyable richesse de la vision catholique et le contraste saisissant qu'elle manifeste par rapport à notre culture. Alors, mon premier point maintenant, l'homme et la femme dans la sexualité. Tout d'abord, même si elle ne comporte rien de pervers et de méchant, la sexualité conjugale peut être blessante. La précédente conférence, d'ailleurs, en a témoigné avec des termes simultanément pudiques et très beaux. La seule incompréhension de la sexualité de son conjoint peut générer des souffrances de part et d'autre. Par conséquent, il y a lieu de bien comprendre qu'est-ce qui se joue entre les deux conjoints dans ce domaine. Eh bien, la sexualité conjugale, elle est très chargée. Elle porte la marque de toute la psychologie conjugale, de tout ce qui se passe dans le couple. Elle garde la mémoire des événements du couple et résonne de nombreuses émotions, tant présentes que passées. On va dire chacun de nous porte dans sa sexualité conjugale son propre cocktail d'émotions intenses, bien que souvent peu conscientes, constituées de peur, de colère, de tristesse, de rejet, mais aussi de désir, de joie, etc. La sexualité, étonnamment, elle prend ses racines dans notre enfance. Il n'y a rien de sexuel chez l'enfant, mais les racines de notre sexualité, elles sont quand même dans l'enfance. Et d'une façon générale, on peut dire que la sexualité conjugale est à l'image du et elle se ressent de toute la personnalité de chacun des conjoints, mais aussi de la qualité de vie des conjoints. En ce sens, une sexualité conjugale, c'est incomparablement plus riche, plus chargé qu'une sexualité extra-conjugale, qui en fait n'en est qu'une imitation assez appauvrie. Dès lors, la sexualité conjugale est aussi beaucoup plus complexe.
et par conséquent, elle va se construire dans une œuvre commune exigeante. C'est-à-dire que la sexualité conjugale épanouie, ce n'est en rien un don inné du mariage. Pas parce qu'on est marié que ça a marché. Mais comme toute la vie conjugale, ça résulte d'une construction. Il y a quelque chose à construire dans le domaine de la sexualité. Il y a toute une harmonie à construire à deux, et c'est ça que je vais vous décrire un peu. Je veux dire, un couple qui a une sexualité conjugale magnifique d'entrée de jeu, pour moi, ça n'existe pas. Je n'en ai jamais vu dans le couple. Chez tous les couples, c'est un processus à mettre en œuvre, parfois difficile, parfois exigeant, mais justement parce qu'il est difficile et exigeant, il permet des progrès considérables. Corollaire de cette exigence, si la sexualité conjugale est exigeante, alors elle va apporter d'énormes satisfactions quand elle est bien vécue. Et donc, elle renforce énormément de choses dans le couple, elle est très vertueuse au sein du couple. J'ai même envie de dire, d'une certaine façon, c'est un chemin de sainteté, une sexualité conjugale réussie, épanouie dans le couple. Un autre corollaire immédiat de cela, c'est que la sexualité extra-conjugale ne prépare nullement une sexualité conjugale. Parce qu'elle est beaucoup plus simple, elle, est pas, elle donne une fausse image en fait de ce qu'est la sexualité conjugale. J'ai d'ailleurs des témoignages assez importants dans mon cabinet de beaucoup de personnes qui ont connu une sexualité prénuptiale et qui me disent, non mais finalement, pour mes enfants, c'est pas ce que je veux. Je voudrais autre chose pour mes enfants, j'ai essayé de leur apprendre autre chose. Nous nous sommes blessés, nous nous sommes abîmés dans cette sexualité facile qui était prénuptiale. C'est pas ça la vraie sexualité. Et moi, je tourne ma page. S'il est un domaine où les différences entre l'homme et la femme sont vraiment très voyantes, très immédiates, c'est bien le domaine organique de la sexualité. Et si c'est dans le domaine organique, c'est aussi dans le domaine des attitudes. On dit que l'homme et la femme vont avoir des attitudes différentes. Bien sûr. Or, vous savez qu'une psychologie harmonieuse, c'est une psychologie qui est d'abord en harmonie avec notre corporalité. Par conséquent, dans le domaine de la psychologie conjugale, l'homme et la femme abordent des choses d'une façon très différente. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous décrire dans cette première partie. Donc, on va rentrer un peu dans le... Pardon, Monsieur Danselme. Oui, En fait, c'est un peu saccadé au niveau du bruit. On se te demande si vous avancez un tout petit peu et parlez peut-être un tout petit peu moins vite, ça serait pas plus facile. ok. Là, comme ça, c'est mieux. Ben, ça me Et, semble bien. Juste, on lit vite fait dans le chat si ça paraît mieux, mais j'ai l'impression eh que ben, je vais essayer de parler plus lentement, comme ça. Ça voilà. vous va, là? N'hésitez pas aussi les participants à normalement, vous pouvez mettre des sous-titres comme ça. Vous avez aussi le texte de Monsieur Danselme en live qui s'écrit. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi, hein. Je vous en prie. Je continue alors. Avant de rentrer dans ces différences entre l'homme et la femme, il y a une petite précaution à prendre. Hein. Euh, je veux dire, si les différences organiques et les différences d'attitude ne posent aucune question, en revanche, leur retentissement au plan psychologique, c'est déjà un petit peu plus complexe. Et sur la partie psychologique, mon exposé sera surtout basé sur des statistiques, des comportements masculins et des comportements féminins. Ce n'est pas parce que vous ne rentrez pas exactement dans ces statistiques que vous êtes mal développé, mal conçu psychologiquement, pas du tout. Et même en plus, pour clarifier un peu le sujet, j'ai poussé presque au bord de la caricature les traits masculins et les traits féminins. Voilà, donc sachez relativiser un petit peu tout ce que je vais dire là maintenant. Voilà. Ces précautions étant prises, bah, écoutez, on va rentrer un peu dans la différence entre le masculin et le féminin. Alors, l'homme dans la sexualité d'abord. Eh ben, chez l'homme, je vous dis, c'est la biologie qui va commander. Qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté? C'est l'activation des organes sexuels. Les organes sexuels chez l'homme produisent en permanence des spermatozoïdes, des espèces de production linéaire. J'ai employé une expression qui n'est pas très belle, mais au bout d'un moment, vous avez un encombrement. Il y a un encombrement de matière et donc un besoin d'expulser ce qui est en trop. Par conséquent, il existe chez l'homme une pulsion sexuelle organique visant à expulser ce qui est en trop, bien sûr. Par ailleurs, les organes sexuels masculins sont positionnés, là aussi, à l'extérieur du corps. Et là, j'ai encore employé une expression qui n'est peut-être pas très belle. L'homme, il les a entre les pattes en permanence. Il ne peut pas ignorer ses organes sexuels. Il les a en permanence entre les pattes. Euh, donc, c'est quelque chose qui ne peut pas s'oublier. C'est quelque chose qui lui est présent en permanence. Enfin, chez un homme en bonne santé, au cours de la journée, hein, ses organes sexuels s'activent par eux-mêmes, plusieurs fois par jour. Et c'est la même chose pendant la nuit. Un homme en bonne santé, c'est 4 ou 5 érections au cours de la nuit.
Donc on comprend que le masculin, il est la sexualité était présente dans le masculin. La puissance du phénomène, hein, est telle que, le garçon qui devient pubère est complètement bousculé par ce qui lui arrive. Il a l'impression de quelque chose qui va le dépasser, qui est beaucoup plus fort que lui, et il est obligé de faire un énorme effort psychologique pour se reprendre en main, pour arriver à se contrôler. Et on peut dire qu'à partir de la puberté, une partie de la psychologie du garçon va se développer autour du sexuel, justement pour essayer de contrôler cette sexualité qui peut devenir envahissante. C'est-à-dire qu'au résultat, ce n'est pas tellement que l'homme est un obsédé sexuel, c'est que l'homme s'est construit autour du sexuel et lié à sa biologie tout simplement. Et ça, je pense que tous les couples mariés l'ont remarqué, c'est quelque chose qui étonne les femmes, qui n'est pas comme ça. Et donc le masculin s'est construit autour du sexuel en relation avec sa biologie. Il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est le créateur qui a voulu ça et c'est une bonne chose. Corollaire de cette pulsion sexuelle organique, la psychologie va s'adapter à tout ça et il va se créer dans la psychologie masculine une pulsion psychologique également, c'est-à-dire un désir, effectivement, psychologique d'arriver à cette évacuation de ce qui est en tout guide. Et aussi un besoin d'intégrer à cette personnalité ce phénomène tout nouveau de la sexualité qui vient bouleverser complètement l'enfant qui est en train de devenir adolescent. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, l'homme va devoir essayer de contrôler cette sexualité qui tend à devenir envahissante en lui. Et ça, c'est ce que l'on appelle la virilité. La virilité, c'est cette force masculine qui permet à l'homme de contrôler cette pulsion sexuelle en lui qui est très, très intense. Euh, Contrôle de cette pulsion sexuelle, cette virilité, elle est constitutive du masculin. C'est une force. C'est-à-dire que l'homme viril, c'est un lutteur. L'homme qui est arrivé à la maturité, c'est un lutteur en partie contre lui-même. Nous sommes dans une culture qui déconsidère énormément la virilité. Ils voient la cause de l'asservissement de la femme par l'homme, ce que dénoncent les féministes en permanence. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la vérité est au contraire une très belle qualité masculine. C'est, dans ce sens premier, le mot virilité, d'ailleurs, il veut dire force. Cette force, quand elle se met au service de l'autre, et en particulier au service de l'épouse, elle l'oriente vers la générosité, permet le respect de la femme et sécurise le rapport au masculin. C'est-à-dire qu'en fait, une femme aime bien un homme viril parce qu'elle se sent en sécurité avec lui. Elle sent qu'elle ne va pas être envahie par quelque chose parce que justement cet homme est fort, il est viril, il se contrôle. C'est-à-dire qu'avec un homme viril, la femme est en sécurité. J'ai envie de dire, il en est de la sexualité masculine un peu comme d'un cheval fougueux. Et l'homme, c'est à la fois le cheval et à la fois le cavalier. Et le cavalier, il va falloir qu'il arrive à se maîtriser lui-même et maîtriser son propre cheval. En maîtrisant sa sexualité, l'homme a une espèce de conflit intrapsychique à l'intérieur de lui-même, entre d'une part la violence du phénomène sexuel et le fait qu'il veut en prendre le contrôle. C'est ce qu'on appelle un conflit intrapsychique. Ce conflit intrapsychique est spécifique au masculin et caractérise énormément le masculin. C'est quelque chose de beau. C'est pour ça que l'homme est un leader. Un petit conseil là pour les hommes qui m'écoutent. Le, la meilleure façon de lutter contre cette pulsion sexuelle, pas de lutter contre, mais d'en prendre le contrôle, c'est de la prendre de biais. Et le biais, ça va être l'énergie. En effet, chez un homme, l'énergie qui reste disponible tend à se cristalliser autour de la sexualité. C'est-à-dire qu'un homme qui dépense son énergie aura moins de pulsions sexuelles, sa pulsion sexuelle sera amoindrie quotidiennement. Hein, simplement, il n'est pas du tout en train de la tuer, il est en train de ne pas lui permettre de prendre trop de place en lui. Et par conséquent, pour lutter contre maîtriser sa sexualité, l'homme viril, c'est un homme actif. D'ailleurs, dans la langue latine, le mot viril, le mot actif sont quasiment similaires. On voit bien qu'effectivement, l'homme qui se contrôle, ça va être un homme qui va être actif. Par conséquent, plus l'homme va déployer son énergie dans des actions, mieux il contrôlera sa sexualité. Ainsi, l'équilibre masculin, en fait, c'est une espèce d'équilibre énergétique. Hein. L'homme viril est actif, hein, et cette activité, elle peut être de différents types, physiques, intellectuels, artistiques, etc. Il n'y a pas de limite, du moment qu'il y a une énergie qui s'y est. Voilà. On voit donc bien que dans l'identité masculine, le phénomène sexuel, la sexualité est quelque chose de très important. Il participe à cette identité. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas tant que le masculin est obsédé par le sexuel, c'est qu'il est organisé autour du sexuel. Et je pense que c'est important pour une femme de. Avec cette pulsion forte,
il est compréhensible que la plupart du temps, ce soit l'homme qui soit à l'initiative de la sexualité. C'est lui qui est l'initiateur de la sexualité. Ce qui n'exclut pas du tout l'initiative féminine, mais globalement, la plupart du cas, c'est l'homme qui. Un refus de la femme peut être vécu par lui d'une façon très douloureuse, voire humiliante. Il ne se sent pas compris dans sa masculinité, il ne se sent pas compris dans ce qu'il vit, et la lutte que cette masculinité induit en lui. Il peut ressentir de la frustration, de la colère et un sentiment de solitude. L'humiliation peut même être telle qu'il va refuser ensuite de solliciter sa femme dans le domaine de la sexualité. Et là, vous avez un couple qui peut s'enfoncer dans une vie conjugale sans sexualité. Je vais bien s'enfoncer parce que ce n'est pas une absence de sexualité parce que le couple est d'accord pour ne pas en avoir, c'est une absence de sexualité qui, euh, qui résulte d'un processus malsain, pas du tout une décision du couple. Voilà. Il faut le savoir aussi, mais je pense que vous l'avez expérimenté, le respect des, de la régulation naturelle des naissances dans le domaine de la sexualité suscite de vraies difficultés chez les couples qui veulent. En effet, ces difficultés peuvent être de l'ordre de l'incompréhension réciproque. Parce que d'une certaine façon, si on veut éviter une naissance, l'union ne va être possible qu'au moment le moins favorable. Et le moment le plus favorable, où les deux conjoints y sont portés, elle n'est pas possible si on veut éviter une naissance. Donc c'est quelque chose qui est difficile, qui doit vraiment être vécu à deux. Et pour l'homme, c'est difficile pour la femme, mais c'est très difficile pour l'homme aussi. Et je crois que de nombreux couples sont confrontés à ces difficultés également, qu'il faut connaître et qui nécessitent une compréhension mutuelle l'un de l'autre. Cependant, la puissance de cette pulsion masculine, quand elle est bien vécue par le couple, devient un moteur de l'intimité, de la compréhension mutuelle, de l'union au sens large des époux. C'est-à-dire qu'elle permet au couple de tirer tous les bénéfices de la sexualité conjugale. C'est pas un état immédiat, c'est pas un don de la nature, ça c'est quelque chose qui se construit au sein du couple. C'est le résultat d'une conquête, par des efforts parfois difficiles. Mais quand on arrive à cet état, c'est très vertueux pour le couple, ça renforce énormément le lien, ça renforce la connivence, ça renforce énormément de choses, ça solidifie le couple. Autre point de la sexualité masculine, elle met en œuvre trois éléments indispensables. Et c'est intéressant de les remarquer parce que ces éléments n'existent pas chez le féminin. Le premier, il faut qu'il y ait une excitation chez l'homme. Et il revient à la femme de provoquer cette excitation. Le deuxième point, il faut qu'il y ait un déploiement d'énergie. C'est ce qu'on appelle la vigueur masculine dans la sexualité qui se communique à la femme. Et le troisième point, il faut que l'homme éprouve un plaisir. Hein. Autrement, l'acte sexuel n'est pas possible. Vous voyez, excitation, déploiement d'énergie et plaisir sont trois conditions, trois éléments qui vont conditionner la sexualité masculine. Il est souvent dans le tempérament masculin d'être dans la performance. Et l'homme va tendre à juger la sexualité en fonction de la performance atteinte dans ces trois domaines. Ça peut s'effectuer au détriment des attentes de la femme. Et l'homme doit être vigilant à ne pas imposer cette vision masculine à sa femme, bien sûr, parce que ça fausserait toute la sexualité conjugale. C'est plus particulièrement vrai ce que je dis lorsque l'homme est spécialement dans une recherche de plaisir. Quand on voit uniquement la performance sexuelle en termes de plaisir, généralement, il peut arriver à fausser totalement la sexualité conjugale. En revanche, cette recette de la performance peut être vécue de façon positive, c'est quand même un moyen de mieux atteindre les vrais objectifs de la sexualité. Mais parce que l'homme est dans la performance, il peut être aussi dans l'inquiétude de ne pas arriver à être performant. En ce sens, la sexualité masculine, elle peut être aussi une source d'angoisse et d'anxiété. De ne pas réussir l'acte sexuel peut être vécu pour le fait de ne pas être viril et donc pas être véritablement homme. Or, tout simplement, la panne ponctuelle n'est vraiment pas un problème, elle est fréquente, elle arrive à beaucoup d'hommes et sans qu'il n'y a rien de grave là-dedans. Par ailleurs, ne pas arriver à atteindre un épanouissement conjugal dans la sexualité peut susciter en lui des frustrations, des revendications malsaines. Il faut le savoir, puisque lui s'est construit autour de la sexualité. C'est donc quelque chose de très important. La sexualité conjugale pour lui va être très importante et sa réussite va être quelque chose de très important. Voilà. C'est-à-dire qu'un des grands enjeux pour l'homme, ça va être d'amener son épouse à recevoir agréablement et à participer agréablement à ces trois grandes composantes que je viens de décrire qui sont dans le masculin. La femme, maintenant, dans la sexualité. Eh bien, l'arrivée de la puberté chez la jeune fille, même la petite fille, la puberté quand elle arrive,
c'est un cycle gynécologique qui se met en place, que ce n'est pas quelque chose de sexuel en tant que tel, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la maternité. C'est toute la mise en œuvre, la possibilité de la maternité chez la femme. Et chez beaucoup de femmes, il n'apparaît aucune pulsion sexuelle. Chez certaines femmes, il n'apparaît une pulsion sexuelle spécialement au moment du sommet du cycle, hein, mais c'est tout. Par ailleurs, c'est la femme, les organes génitaux sont internes, invisibles. Et en plus, tant qu'ils ne sont pas sollicités, ils sont complètement insensibles. J'ai envie de dire qu'à l'inverse de l'homme, chez la femme, le sexe se fait oublier. Et là, on voit qu'on est effectivement construit sur des dominantes assez presque opposées. C'est pour ça que chez beaucoup de femmes, le domaine de la sexualité les laisse complètement insouciantes. C'est pas leur souci, c'est pas quelque chose sur lequel elles s'accrochent immédiatement à l'inverse de l'homme. En revanche, en cohérence avec sa biologie, la psychologie féminine va se développer dans d'autres directions, puisque c'est la maternité qui se prépare. La maternité, qu'est-ce que c'est? C'est une relation très forte, très intime, avec un tout petit qui a absolument besoin de cette relation pour se développer. C'est-à-dire que chez la femme va se développer quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement intense, c'est le besoin de relation, le besoin d'une relation intime et d'une relation forte. Un homme qui ne comprend pas la sexualité de sa femme devrait revenir à ce fondamental. La femme, c'est la relation intime. C'est ça qui l'attire. Et en fait, ce qui amène beaucoup de femmes dans la sexualité, eh bien, c'est ça. C'est le fait de connaître des relations intimes avec leur mari. Quelque chose de fort, d'intense, émotionnellement très chargé, dans lequel elle va se sentir bien. C'est pas tellement le fait sexuel pour beaucoup de femmes. Donc, vous voyez, la sexualité féminine va s'élaborer énormément sur le domaine relationnel. On n'est pas du tout sur le domaine pulsionnel comme l'homme. On voit bien qu'on est radicalement différent. C'est la qualité de la relation qui va conditionner la sexualité féminine. Intensité du lien, émotion vécue, cœur à cœur, communion atteinte, épanouissement ensemble, etc. Et là, on voit bien tout le mot tendresse avec tout son sens pour aborder le domaine de la sexualité. Par conséquent, la sexualité conjugale, elle se situe à la jointure de deux domaines. Celui de la pulsion masculine, très forte, et celui du désir féminin d'une relation intime. Un tel point de rencontre, c'est pas spontané, un tel point de rencontre, c'est le résultat d'une construction à deux. Il va falloir se positionner sur ce point de rencontre et donc le construire. Je me souviens très bien dans mon cabinet un jour d'une femme qui était en fin de thérapie. La thérapie était quasiment finie et ce couple revenait sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont revenus comme ça deux, trois fois. Je ne comprenais pas pourquoi ils revenaient. Et à la dernière séance, ils sont venus, j'ai compris. Cette femme avait quelque chose à dire qu'elle n'arrivait pas à dire. Et voilà ce qu'elle voulait dire à son mari. Elle était en colère contre son mari. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre la situation suivante. Il ne s'occupe pas d'elle toute la journée, et même désagréable avec elle, et le soir, il la sollicite. Alors elle lui dit, soit je cède et j'ai l'impression d'être une pute, soit je refuse et je me sens une mauvaise épouse. Je t'en veux de me faire vivre cela. Et ça le côté, je t'en veux de me faire vivre cela. Le mari l'a regardé complètement sidéré, sidéré par l'évidence de ce que disait sa femme. Évidence qu'il n'est pas dans la sexualité masculine. Et on voit très très bien donc comment va se construire ce point de rencontre entre l'homme et la femme dans le domaine de la sexualité. Autre point chez la femme, la crainte d'attendre un enfant non désiré, parce que c'est pas le moment, peut la bloquer dans sa sexualité. Si l'enfant est une joie, c'est aussi une charge et une contrainte. Et la maman, elle le porte 9 mois dans son ventre, et en plus, pendant 20 ans, c'est elle qui s'occupe d'elle. Plus que le papa. Le papa s'occupe des enfants, mais pas de la même façon que la mère. Oui, donc il est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, je le constate dans mes thérapies conjugales, que l'arrivée d'un enfant à l'improviste peut mettre le couple en crise, peut provoquer des choses. Très souvent, j'ai regardé comment les enfants sont arrivés dans le couple, parce qu'effectivement, ça peut laisser des traces. Donc voilà, la femme est tout à fait légitime dans cette crainte d'avoir un enfant qui est non désiré, parce que c'est une énorme charge pour elle, bien sûr. Il y a un paradoxe dans la sexualité. Si c'est l'homme qui est actif, c'est l'homme qui cherche à la provoquer, en fait, c'est la femme qui possède le pouvoir dans la sexualité. Et elle possède plusieurs pouvoirs d'ailleurs. D'ailleurs, le premier pouvoir qu'elle possède, c'est celui de déclencher ce désir masculin. C'est effectivement toute la beauté du corps féminin, l'érotisme du corps féminin qui va susciter
ce désir chez l'homme et qui va provoquer cette excitation. Donc, donc on voit bien qu'effectivement que la femme a un pouvoir de déclencher la sexualité chez l'homme parce qu'elle exprime sa corporalité. Il faut le savoir d'ailleurs, les sens les plus sollicités chez l'homme, c'est la vue. L'homme a besoin de voir. Et après avoir vu, il a besoin de toucher. C'est la vue et le toucher, les deux sens les plus sollicités dans le domaine de l'érotisme chez l'homme. Donc c'est le premier pouvoir de la femme, susciter sa sexualité. Le deuxième pouvoir de la femme, ben, c'est celui de dire oui ou non, et même de conditionner son oui comme elle le veut. C'est que la femme a un pouvoir énorme dans la sexualité. Et ça, c'est un gros paradoxe. L'homme est actif, c'est la femme qui a le pouvoir. Beaucoup de femmes ignorent d'ailleurs qu'elles ont ce pouvoir, hein, au moins explicitement. Mais dans la sexualité, c'est bien elles qui ont le pouvoir. Le discours féministe nous a tellement habitués à entendre l'inverse qu'on croit que c'est bon de le rappeler. Et il est bon que l'homme respecte ce pouvoir de la femme. Ce pouvoir de la femme dans la sexualité peut parfois être mal vécu dans le couple. C'est en particulier vrai, hein, quand si la femme tend à utiliser ce pouvoir pour le bien-être de son mari, à ce moment-là, elle s'objective elle-même, et c'est elle qui va mal le vivre. Ou si elle tente à utiliser ce pouvoir pour son bien-être à elle, c'est alors son mari qu'elle objective, ce pouvoir d'être utilisé pour le bien du couple. Et j'ai envie de dire, là aussi, il faut en parler. Que va-t-on faire? Comment va-t-on le faire? Etc. Pour arriver à se mettre ensemble. En revanche, quand ce paradoxe est bien vécu, ben, effectivement, il vient renforcer les liens du couple parce que ben, pour être bien vécu, il va falloir le vivre dans l'harmonie. Et donc, c'était effectivement tout le, le grand processus du couple, c'est de créer une harmonie entre deux personnes, ce qui n'est pas évident. Donc, vous avez bien compris que la clé du fonctionnement féminin va résider dans le désir d'une relation intime avec son mari. Et c'est bien ça que l'homme doit prendre en compte. Il doit satisfaire sa femme s'il veut l'amener dans cette relation intime. Autrement, ça n'ira pas. Ça veut dire aussi que le plaisir immédiat dans la sexualité n'est pas forcément prioritaire chez la femme. Certes, elle l'attend, certes, elle se réjouit de l'avoir et elle aime que son mari le lui fasse vivre, mais dans certains cas, une sexualité sans que la femme ait éprouvé d'un orgasme très fort peut aussi être une sexualité réussie parce que la femme, justement, avec quelque chose de très intime avec son mari, avec une émotion très forte d'union avec lui. Il faut le savoir, parce que ce qui va conditionner sa sexualité, c'est directement le plaisir. Pas chez la femme, au souhaitable qu'il soit, bien sûr. Ce point est important de le savoir parce que l'homme tend beaucoup trop à juger la réussite de l'union dans le domaine du plaisir. C'est pas exactement ça chez la femme, c'est le domaine de l'émotion. L'attitude de la femme maintenant dans la sexualité. À la limite, pardon, une femme pourrait être complètement passive dans la sexualité et elle se déroulerait. À l'inverse de l'homme, lui, elle est conditionnée par le plaisir, l'excitation et la dépense d'énergie. C'est pas du tout souhaitable, cette passivité de la femme, bien sûr. En effet, plus la femme est passive, plus elle a l'impression amère d'être un objet sexuel entre les mains de son mari. Par contre, si elle rentre dans la fête, si elle participe à la fête, là, elle va changer cette impression. Donc, la femme, pour être bien dans la sexualité, se doit d'y participer. Quel est le type de sa participation? C'est le docteur Colette Chilan qui m'a appris ça. Je pense que la bonne attitude de la femme, c'est d'être réceptive. Mais réceptive au sens de la fête. Quand on reçoit quelqu'un, on va décorer la maison, on va faire un beau repas, on va mettre en œuvre quelque chose de festif, effectivement. Et c'est ça, être réceptif. Et je pense que la femme, effectivement, parce qu'elle va être réceptive dans ce sens-là, va pouvoir rentrer dans la fête conjugale, qui est l'union sexuelle, et y participer à sa façon aussi, qui est une façon qui est indispensable, bien sûr. Donc, réceptivité pour la femme. Autre attitude de la femme aussi, il faut qu'elle ait conscience que c'est elle qui va déclencher les réflexes sexuels chez son mari. Donc c'est elle qui va provoquer cette excitation. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, il existe un érotisme chrétien tout à fait sain, tout à fait normal, qui fait que la femme va amener son mari vers elle, va l'attirer vers elle. Une forme de séduction au sens latin du terme, séducere, amener l'autre à soi, c'est la femme qui va le faire.
Alors, pour conclure sur ces différences entre le masculin et le féminin, euh, sous un certain aspect, on a l'impression que les sexualités masculines et féminines sont quasiment à l'opposé l'une de l'autre. En effet, l'homme tend à considérer que pour atteindre le cœur de la femme, il faut d'abord passer par son corps, c'est-à-dire par la sexualité, tandis que la femme ne peut envisager de donner son corps et donc la sexualité que si son cœur a d'abord été saisi. Donc il y a une espèce de paradoxe là dans l'attitude des deux qu'il faut apprendre à résoudre. Il faut donc bien qu'il va y avoir toute une approche pour arriver à réaliser les bonnes conditions. Le succès d'une union ne se mesure pas tant en termes de désir, pardon, de plaisir éprouvé, mais beaucoup plus en termes d'émotions partagées. Je crois que notre culture n'insiste pas assez sur cet aspect-là. Euh, voilà. On a une vision très masculine, très presque animale, j'ai envie de dire, de la sexualité dans notre culture actuellement. C'est-à-dire donc à la mesure de l'échange et de la compréhension qui a présidé à l'union entre les groupes. Alors, attendez, je tourne mes feuilles là qui sont un peu collées. Voilà. Tout ça, ça veut dire que la vision de l'homme et de la femme étant différente, sans d'ailleurs que l'homme et la femme en aient conscience au début de leur vie conjugale, la sexualité conjugale démarre souvent sous un malentendu. Chacun est persuadé que l'autre est comme lui et que l'autre va la vivre comme lui. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit que non. Et là, il est important de parler, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir se comprendre mutuellement par la parole, de façon à pouvoir construire ensuite quelque chose de plus efficace, bien sûr. C'est-à-dire que chacun doit prendre en compte, mais qu'est-ce qu'attend mon conjoint dans la sexualité, qu'est-ce qui va le satisfaire, qu'est-ce qui va faire qu'il va s'y trouver bien. Et chacun ayant compris ça, ensuite essayer de donner satisfaction à son conjoint dans ce domaine-là, bien sûr. Par contre, en revanche, quand on fait ça, c'est sûr que le couple est beaucoup plus renforcé, la connivence entre les conjoints est beaucoup plus forte. Je veux dire, le couple s'est structuré, il y a quelque chose de plus solide dans le couple. C'est tout aspect vertueux, ça, de la sexualité conjugale. Eh bien, écoutez, ça, c'était à peu près la première partie de mon exposé, de parler de cette différence et de cette nécessaire harmonie par rapport à ces différences. La deuxième partie maintenant, ça va être comment va-t-on réaliser cette harmonie et donc comment va-t-on faire une sexualité conjugale épanouie. C'est ce que j'appelle la chorégraphie conjugale. Voilà. Je vais faire un petit aparté avant de rentrer là-dedans. Lors d'une session conjugale à laquelle je participais, le prêtre qui lui-même avait été marié avant, hein, et donc qui avait perdu son épouse et ensuite avait été ordonné, incitait les couples à dire au cours de l'union une prière. Session suivante, les couples reviennent et protestent fermement que ça va pas du tout, ça tue la fête, ça casse tout le rythme, c'est pas possible. Bref. Je ne pense pas que tous les couples puissent prier à ce moment, dont il est difficile de vivre simultanément des aspects charnels très prégnants et en même temps les aspects sublimes de la sexualité dont je parlerai un petit peu après. Pour vivre les deux aspects, je vous propose une méthode qui va consister à se mettre dans un état d'esprit qui consiste à considérer l'importance de ce que l'on va faire et cet état d'esprit étant créé, ensuite à vivre effectivement charnellement les éléments. J'ai presque envie de dire, avant une union, la première chose à faire, c'est de se recueillir. Recueillir sur ce que l'on va faire, sur l'acte que l'on va commettre, qui est un acte qui n'est pas anodin, qui est un acte fort, et vous le verrez dans la troisième partie, c'est un acte qui touche au sublime, qui touche directement au divin. Et ensuite, quoi qu'on s'est recueilli, on va vivre pleinement les aspects charnels. Il me semble du coup qu'une sexualité conjugale épanouie va voir la mise en place entre les conjoints d'une chorégraphie. C'est-à-dire une chorégraphie, c'est un mouvement avec un tempo. Tout ça étant harmonisé. Il y a évidemment une harmonisation du mouvement et du tempo qui est nécessaire. Nous verrons ensuite un petit peu la corporalité dans le domaine de la sexualité, qui est le corps dans le domaine de la sexualité. Voilà. Et puis ensuite, je passerai à la troisième grande partie. Alors là, maintenant, cette chorégraphie conjugale, la chorégraphie conjugale, ce qu'on appelle la distance maîtrisée, le tempo harmonisé. Le tempo, c'est l'allure et le rythme d'une action. Je constate dans mon cabinet que la vie conjugale, et je pense que c'est quelque chose de très, très fort dans la vie conjugale
c'est une succession de rapprochements et d'éloignements des époux. De rapprochements pour qu'ils s'unissent, hein, et d'éloignements pour que chacun réaffirme ce qu'il est. Et à chaque fois qu'on s'est éloigné, on a réaffirmé ce qu'on était, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver pour réunir ce que l'on a affirmé. Et une fois qu'on est réunis comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de s'éloigner de nouveau pour réaffirmer à nouveau. Et donc, il y a une espèce de respiration conjugale, de mouvement permanent, de rapprochement et d'éloignement des conjoints l'un par rapport à l'autre. Quelque chose de très dynamique, très naturel et très simple. Il est évident qu'on peut lancer une union conjugale que dans un mouvement de rapprochement, pas dans un mouvement d'éloignement. Ça serait complètement à contre-temps. Donc, c'est quand même important d'avoir d'abord cette notion de mouvement, de rapprochement et d'éloignement. Voilà. C'est un rapprochement qui est d'ordre psychologique, hein, et ensuite d'ordre physique. Et je vais essayer de vous le décrire un petit peu. Et pour ça, je l'ai vu en 5 phases. 5 phases, donc, de ce mouvement de rapprochement et d'éloignement. La première phase, c'est une préparation psychologique. Cette préparation psychologique, elle peut prendre plusieurs heures, elle peut prendre une journée, carrément. C'est-à-dire que pour finir le soir, il va falloir démarrer le matin. Démarrer le matin, comment? Elle va consister à se manifester quoi? Ben, de la tendresse, justement. Le couple va se remettre en tendresse l'un avec l'autre, de l'attachement, du désir l'un pour l'autre. Et il n'y a absolument rien de sexuel là-dedans. C'est simplement, voilà, on est en train de se remettre en communion l'un avec l'autre, de se remettre en relation l'un avec l'autre. On va créer une atmosphère de plus en plus intime. Voilà. C'est donc cette première phase qui est indispensable, phase qu'avait complètement oublié l'homme de la situation clinique que je vous citais tout à l'heure, là, qui était de mauvaise humeur toute la journée et qui le soir sollictait sa femme. Ben, c'est pas possible pour la femme. Parce qu'il a loupé cette première phase, qui est une phase de préparation psychologique. Après cette préparation psychologique, il y a une préparation plus physique, hein. C'est-à-dire c'est une approche, les deux corps vont s'approcher l'un de l'autre sans rien de sexuel. Ça, on va voir commencer à avoir des gestes de tendresse, des mouvements de tendresse. On va se réhabituer à la présence contre nous de l'autre. Pas forcément. Bien sûr que ces rapprochements vont induire des rapprochements affectifs également. C'est un retentissement psychologique derrière. C'est un jeu de caresse, voilà, de mouvements de tendresse, d'affection qui consiste simplement à exprimer l'amour l'un par rapport à l'autre. En fait, on va apprivoiser la distance entre les deux personnes. Voilà. Les choses peuvent s'arrêter là, d'ailleurs, c'est fréquent. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un couple connaisse simplement les 2 premières phases, sache s'arrêter. Je pense même que pour une femme, c'est très important de savoir qu'elle peut vivre les 2 premières phases et que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'elle va être aimée pour elle-même et voir cette tendresse pour elle-même, pas simplement parce qu'elle permet la sexualité. Mais d'autres fois également, ça va pouvoir aller plus loin, ça va pouvoir aller directement dans le sexuel. Et donc, il va y avoir en troisième phase, je l'appelle une préparation spécifiquement sexuelle. Ça va consister quoi? Là, ça va consister à la préparation des organes génitaux. Les organes génitaux ne sont pas propres d'entrée de jeu à, à entrer en fonction. Ils ont besoin d'une préparation spécifique. Le but est de provoquer, chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, un afflux de sang qui prépare ces organes et ce qui déclenche tous les processus qui les rendent ensuite aptes à entrer en fonction. Il y a donc des caresses adaptées qui vont les permettre. Euh, Ce qui est important là, c'est que les conjoints puissent s'accorder sur les caresses. Chacun puisse dire ce qui lui est agréable, ce qui lui est difficile, voilà. Et qu'il puisse se créer une harmonie, que chacun puisse faire à l'autre ce que l'autre apporte, bien sûr. Et ce qu'il lui est possible de faire, évidemment. Euh, c'est étonnant d'ailleurs, cette phase de conversion purement sexuelle, généralement, c'est fait dans le silence. Avant, on parle, là, on est dans le silence. On peut dire comme si on se recueillait avant de se retrouver commettre. Chacun rentre un petit peu en lui-même, un peu avant d'aller, au contraire, totalement vers l'autre. Mais déjà là, on fait attention. Ce n'est qu'à l'issue de cette phase que l'acte lui-même peut se dérouler. Quelques précautions là-dedans. Chez l'homme jeune, généralement, la préparation est assez rapide. Chez l'homme qui est âgé, au contraire, c'est l'inverse. Il va falloir plus de temps. C'est-à-dire dans les couples jeunes mariés, j'aurais tendance à dire, l'homme va tendance à aller trop vite. Comme lui, il est prêt rapidement, il s'imagine que son épouse va être prête rapidement aussi. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et je propose souvent au couple que ce soit la femme elle-même qui dit, voilà, maintenant je suis prête. Que ce soit elle qui donne le top, entre guillemets, du moment où ça va pouvoir se mettre en place. Chez les couples âgés, plus âgés,
l'épouse doit savoir que son mari a besoin d'être préparé, son mari a besoin de caresses spécifiques parce que voilà, l'énergie est moins présente et qu'il a besoin d'être aidé dans ce domaine-là. L'acte lui-même, maintenant, il va s'accompagner de ce qu'on appelle l'orgasme, qui est tout à fait souhaitable pour les deux, si possible, simultanément, même si tout à l'heure j'ai dit qu'il n'était pas totalement indispensable pour la femme, il est quand même hautement souhaitable, bien sûr. Bien sûr. L'orgasme, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de plaisir d'un certain moment qui nous dépasse complètement. Dépasse complètement, et c'est très intéressant de voir que nous sommes dépassés par ce qui nous arrive. Quelque chose qu'on n'arrive plus à contrôler, qui déborde complètement. On est emmené dans une vague très très puissante, au-delà de même de ce que l'on croyait pouvoir vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ancien trouvait que la sexualité touchait au divin, je reviendrai dessus dans la troisième partie, c'est parce qu'on est dépassé par quelque chose de très fort, de très, très intense. Et spécialement, on est débordé par quoi? Par un afflux d'émotions. Nous, il y a le plaisir, bien sûr, mais il y a aussi un afflux d'émotions dans le cœur. Et d'ailleurs, le cœur est très, très actif à ce moment-là. C'est dans le cœur qu'il se passe énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans le cœur de l'autre. C'est-à-dire que l'orgasme va s'accompagner d'un afflux émotionnel très intense. Et s'il peut être partagé, s'il peut être vécu simultanément, ça va énormément renforcer le lien entre les groupes. C'est pour ça donc que l'orgasme simultané, quand il est possible. Cependant, l'orgasme n'est pas toujours au rendez-vous chez la femme. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Il est bon qu'il se produise. S'il ne se produit jamais, c'est probablement qu'on ne fait pas ce qu'il faut, mais qu'il ne se produise pas à chaque fois n'est pas forcément dramatique. La femme peut être totalement satisfaite d'une union dans laquelle elle a éprouvé énormément d'émotions, elle sent quelque chose de très intense avec son mari, même si ce n'était pas en termes de plaisir, en termes d'orgasme, quelque chose de si élevé que ça. À ce sujet, on va rentrer quand même dans quelques détails. Le créateur a doté le corps de la femme d'un organe très spécifique qui est dédié uniquement au plaisir, qu'on appelle le clitoris. Ça doit normalement interpeller le mari, quand même. Voilà. Je n'insiste pas, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Chez l'homme, l'orgasme va s'accompagner au bout d'un moment par une espèce de point de non-retour. C'est-à-dire qu'au-delà de certains seuils, quoi qu'il se passe, l'acte sexuel va se dérouler jusqu'au bout, il ne pourra plus le retenir. Il est dépassé, il ne contrôle plus ce qui se passe, il, se, il est dépassé par le phénomène, et ça aussi, très intéressant. Cet orgasme, bien sûr, va créer un état d'excitation et de plaisir extrêmement intense, hein, qui crée une joie profonde chez les deux conjoints quand on peut le vivre ensemble, et qui va rejaillir, et ça c'est très intéressant, en reconnaissance de l'un vers l'autre. C'est-à-dire chacun va être reconnaissant à l'autre de ce que l'autre lui a permis de vivre. Ça, je trouve ça très, très, très unissant. C'est pas fini. Il y a une cinquième phase. Il y a une cinquième phase qui s'appelle l'après. L'intimité sexuelle, l'acte sexuel représente le moment d'intimité le plus fort qui puisse exister entre deux êtres. Ça ne va pas s'arrêter brutalement, cette intimité. Il va falloir gérer l'après. Je dis que je sais pas, on s'approcher jusqu'à l'unisson. Avant de s'éloigner, on va gérer la reprise de distance. C'est pas quelque chose qui va se passer brutalement. Vous savez qu'une union sexuelle réussie, vous l'avez probablement éprouvé vous-même, provoque la production d'endorphines. L'endorphine, c'est de la morphine produite par le cœur. Nous produisons beaucoup d'endorphines dans l'union sexuelle quand elle est réussie. L'endorphine, elle a un effet sur nous qui est immédiat, elle nous endort. C'est-à-dire que généralement, après une union sexuelle, les deux conjoints s'endorment. Mais là, on peut s'endormir ensemble, on peut s'endormir séparément. Et là, pour gérer l'après, il faut s'endormir ensemble, bien sûr. C'est une femme dans mon cabinet qui me disait avec beaucoup de tristesse, dès qu'il a fini, il se retourne et il s'endort. Mais c'est le moment où j'attends qu'il me dise qu'il m'aime. C'est comme si il m'abandonnait. Elle ne le dit pas, mais je comprends. C'est comme si elle m'abandonnait après m'avoir utilisé. Donc, il faut gérer l'après. C'est pas fini. Par ailleurs, dans une union sexuelle réussie, les deux époux ont produit en grande quantité de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien bien fidèle. C'est-à-dire que le bien-être qu'on a éprouvé, on va l'attribuer à l'autre, ce qui nous lie à lui. Donc, c'est un moment où on est encore très à l'unisson. Et donc, effectivement, on voit bien qu'on ne va pas se séparer brutalement. On va se séparer petit à petit. On va continuer à vivre cette union dans l'après.
pendant un certain moment. Quand je faisais mes études sur la vie conjugale, hein, j'avais un... Oula, j'ai perdu quelque chose, je crois. Donc voilà. Quand je faisais mes études sur l'union conjugale, j'avais un psychiatre qui nous avait posé la question suivante à ses étudiants. Euh, Pensez-vous que le lendemain d'une réunion de famille, on peut voir les couples qui se soient unis dans la nuit? Drôle de question, effectivement. On a quand même réfléchi, cogité, et on leur a fait la réponse suivante. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. En revanche, le matin au petit déjeuner, on voit des couples qui sont en connivence l'un avec l'autre, on en voit d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Eh ben, les couples qui sont en connivence, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais s'il s'est passé quelque chose dans la nuit entre eux, ça veut dire qu'ils ont géré la distance, ils sont encore ensemble. Ils n'ont pas fini d'être ensemble. L'union perdure pendant plusieurs heures. Et je pense que ce point-là est important de comprendre que l'après est quelque chose qui gère, qui est important. En conclusion, donc, cette espèce de chorégraphie conjugale, pour la vivre pleinement, les époux doivent donc effectivement créer une harmonie entre eux sur ce qu'ils vont vivre, sur ce qu'ils attendent, sur ce que et de compréhension de l'autre. Cela ne peut résulter que de conversations entre eux. C'est parce qu'ils vont parler ensemble qu'ils vont réussir effectivement à se mettre d'accord ensuite sur ce qu'il faut faire. Je pense que la parole sur la sexualité est indispensable au sein du couple. Elle est difficile parce que pour chacun de nous, c'est un sujet intime. On n'aime pas beaucoup dévoiler son intimité. Et justement, la sexualité, c'est le lieu où on dévoile son intimité. S'il y a un endroit où on se met à nu devant l'autre, c'est dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de l'intimité. Et c'est ce qui doit se passer également par la parole. Il faut une parole libre, une parole où les deux époux puissent s'expliquer ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Le corps, maintenant, la corporalité dans la sexualité. Euh, Première remarque d'abord, l'Église n'a jamais légiféré sur les caresses qui étaient permises entre les conjoints. Certains religieux l'ont fait. De mon point de vue, ça n'engage que. Selon moi, euh, l'Église respecte l'intimité des conjoints, les laisse décider eux-mêmes de la façon dont ils vont se préparer. La grande question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ben, du moment qu'on respecte les buts du mariage, les objectifs du mariage, et en particulier celui-ci, la semence masculine exclusivement destinée au vagin féminin, au vagin de la femme, si on respecte ça, si on se met en harmonie, il n'y a pas de geste permis, de geste interdit. Il y a ce que les gestes qui sont possibles pour chacun et comment on va se mettre d'accord sur ce qu'on va faire et la façon dont on va le faire. C'est ça surtout qui est important. Il y a tout ce qui respecte la finalité du mariage tel que je l'ai dit, ne dénature pas celui-ci, ne dénature pas la sexualité conjugale. Voilà. Évidemment, on voit bien que tout ça, c'est exclusif de tout détournement de la sexualité à des formes hédonistes, comme serait la l'homosexualité, la masturbation, etc., les autres pratiques de ce genre. Donc, c'était première remarque, le geste permis et le geste autorisé. Le geste permis, s'il respecte la morale naturelle, c'est-à-dire ce que l'Église dit, la destination de la semence masculine, pour le reste, c'est au conjoint de décider entre eux ce qui leur est bon, ce qui ne leur est pas bon. C'est leur domaine d'intimité, personne n'a regardé ça. Il y a une nécessité de sublimer dans la sexualité. D'ailleurs, la sexualité porte énormément au sublime. Il y a nécessité de sublimer, pourquoi? Parce que les gestes sexuels, en tant que tels, les gestes corporels de la sexualité, bah, ils ne sont pas très ragoûtants. On a affaire à des liquides, on a affaire à des organes qui sont ce qu'ils sont, etc. C'est parce qu'on va porter un regard sublime dessus sur eux que ça va aller. Je prends un exemple. Que diriez-vous du mouvement suivant, du geste suivant? L'élève qui s'en trouve et se retrousse dans un bruit de succion. Ça donne pas franchement envie, hein. Ça s'appelle un baiser. C'est le geste du tout petit qui prend le lait de sa maman, qui dit à sa mère, j'incorpore quelque chose de toi pour moi. C'est le baiser. Le baiser, c'est le geste le plus sublime pour témoigner l'amour. Mais justement parce qu'on le sublime, on ne regarde pas sa réalité physique, on regarde sa réalité charnelle, on regarde tout ce qui signifie. Mais ça, c'est pareil des gestes sexuels. Ce n'est pas leur réalité charnelle qui est importante, c'est tout ce qu'ils signifient en termes d'amour, en termes de compréhension mutuelle, en termes de don de soi. Et là, effectivement, il y a quelque chose de beau. La sexualité porte au sublime, ce qui ne met pas un regard sublime sur les gestes de la sexualité, tombe vite dans les cornes. Troisième remarque dans ce domaine-là, l'ambivalence du corps humain.
Le corps humain est beau, mais en même temps, il est sale. Il y a les deux. Et étonnamment, les organes de la sexualité sont aussi les organes de l'excrétion, ou au moins jointifs. C'est assez étonnant, ça doit nous faire réfléchir. Comment se fait-il que la fonction la plus haute soit conjointive de la section la plus basse? Et ça, je pense, c'est l'ambivalence humaine. Ça nous fait réfléchir parce que dans la sexualité, le plus haut, le plus sublime est possible, mais le plus bas aussi. Et ça doit inciter une réflexion chez nous. La tare du péché originel fait qu'effectivement, nous pouvons être attirés dans le plus bas aussi. Donc, chacun de nous, en fonction de sa propre personnalité, sera plus ou moins sensible aux deux aspects, beau, carré, euh, sublime, trop charnel du corps humain. Et on retrouve tout ça dans la sexualité, bien évidemment. Et je vous dis, il y a nécessité de sublimer. Le regard qui sublime rend beau ce qui n'est que charnel. Le regard qui ne sublime pas tombe vite dans l'animalité. Du coup, j'en arrive à un autre point. Pour vivre la beauté de la sexualité, les conjoints doivent considérer comme beau non seulement ce qu'ils vont faire, mais les organes par lesquels ils vont le faire. Et pour les considérer comme beaux, je pense qu'il y a une notion que nous avons un petit peu perdue dans notre monde occidental qui est très hygiéniste. Il est évident que l'hygiène est nécessaire. Je vais me dire, c'est une politesse mondiale que cette hygiène des organes génitaux avant une union sexuelle. Mais il y a une notion qu'on a oubliée, qui était très prégnante dans la Bible, c'est la notion de purification. Dans la Bible, on ne se lave pas, on se purifie. C'est pas la même chose. Et je pense que nous, catholiques, nous devrions réfléchir également un peu moins en termes d'hygiène et un peu plus en termes de purification. Je vais me purifier avant de commettre un acte sublime avec mon conjoint. Je pense que c'est quelque chose qui est, voilà, une question qui me semble aussi importante et belle hein, à développer. Alors, plus concrètement, les gestes de l'amour maintenant. Les gestes de l'amour, les gestes corporels, ils doivent mettre en œuvre quelque chose de corporalité qui va toucher notre cœur et qui va toucher au sublime. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'est le geste. Le geste efficace dans le domaine de la sexualité, c'est un geste qui va être porteur de sens, il va toucher des zones sensibles du corps humain, de façon à provoquer des émotions, provoquer des sensations fortes, et donc des émotions fortes qui vont permettre une sexualité épanouie. Et pour ça, le corps humain dispose de trois grandes zones de sensibilité. Le premier, c'est le visage, en particulier toute la zone de la bouche. Le second, ce sont les mains, notamment ces mains, c'est un organe extrêmement, ce sont des organes extrêmement sensibles. Et le troisième, c'est les organes génitaux eux-mêmes. Alors, on va en parler un petit peu de ces organes. Pourquoi ces organes sont-ils particuliers? Ils sont chargés de terminaisons nerveuses très nombreuses, et donc offrent une très grande sensibilité. Très grande sensibilité dit très grande sensation donc dit très grandes émotions. C'est bien l'objectif de la sexualité que de vivre des émotions fortes, partagées et intenses. Le visage. Le visage, c'est une partie du corps qui est simultanément publique et intime. On ne touche pas le visage de quelqu'un, c'est un geste qui est déjà intime. Et en même temps, c'est quelque chose de public. Le visage reflète toutes nos émotions. Il est le siège de nos cinq sens. C'est-à-dire on sent quelque chose de très important en termes de visage. Et évidemment, ce qui se passe sur les visages, le contact entre les visages, c'est quelque chose de très intime dans la vie conjugale. C'est quelque chose qui signifie quelque chose d'important. Dans ce visage, vous avez quelque chose de particulier, c'est toute la zone de la bouche, extrêmement innervée en sensibilité, en nerf sensitif. C'est pas la même chose d'embrasser quelqu'un sur la joue ou sur la main que de l'embrasser sur la bouche. Bon, parce que la sensibilité n'est pas du tout la même, on ne voit pas du tout les mêmes choses. On voit très bien qu'il y a un geste qui peut être banal et que, en revanche, le baiser sur la bouche, qui est un geste qui devient très intime déjà, parce que justement, on va provoquer un afflux de sensibilité chez l'autre et donc un afflux d'émotion chez l'autre. Le baiser conjugal, rien à voir avec les baisers de cinéma. Je trouve ça odieux, les baisers de cinéma, c'est malvenu, c'est trop charnel, quoi. C'est pas du tout sublimé. C'est rare un baiser de cinéma qui soit sublimé. Je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais ado, j'avais 15 ans, j'avais effectué une retraite qui se passait en silence. Il y avait surtout des couples dans cette retraite. Et dans cette retraite en silence,
À un moment donné, à la fin de la retraite, le prédicateur avait dit, bah, écoutez les poules, retrouvez-vous parce que vous avez des décisions à prendre ensemble. Et il y avait un couple qui était là, que je connaissais, qui était ami de mes parents. Ils se sont retrouvés. Pas très discret de ma part, j'ai regardé comment ils se retrouvaient. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'un vrai baiser. Un vrai baiser, ils se sont retrouvés, ils se sont embrassés très chastement, sur la bouche évidemment, mais il y a quelque chose de très léger, de très sublime, de très beau, de très sublimé, justement. C'était pas le geste, c'est tout ce qui signifiait. Et je me souviendrai toute ma vie de ce baiser. Quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau. Une vraie communion entre ces deux personnes. Les mains maintenant. Les mains, c'est une zone étonnante. Il y a beaucoup de force dans les mains, beaucoup de dextérité, beaucoup d'adresse, et en même temps, c'est une zone extrêmement sensible, la main. D'ailleurs, tous les amoureux le savent. Un jour, nous nous sommes pris la main. Et ce geste n'était pas anodin, c'est un geste qui signifiait quelque chose. Il signifiait quelque chose parce que le fait de prendre la main génère également beaucoup de sensations et donc beaucoup d'émotions. Je pense que les conjoints devraient se reprendre la main plus fréquemment. C'est un geste qui est beau, c'est un geste qui signifie quelque chose, c'est deux mains qui se lient l'une à l'autre. Quelque chose qui est magnifique. Et c'est jamais un geste qui est anodin. La main, c'est aussi un organe qui peut rassurer, qui rassure. La main qui caresse, la main qui contient, la main qui vient contre vous, qui signifie une présence, c'est quelque chose de très significatif. La main, c'est un des organes par lequel on traduit le mieux l'affection. On peut traduire d'autres choses d'ailleurs, mais si on veut traduire l'affection, elle la traduit très bien. Et évidemment, par sa manœuvrabilité, son adaptabilité, la main est tout à fait adaptée, bien sûr, à la préparation des organes génitaux. Les organes génitaux eux-mêmes, ils ne se mettent pas en œuvre ex nihilo. Il faut effectivement des massages, il faut quelque chose. Voilà. Donc, vous le savez, c'est aussi une zone de grande sensibilité, et donc il est nécessaire de les activer pour que le temps sexuel se passe. Hein, et voilà, ça peut se faire d'une façon très belle, bien sûr, entre les groupes. Ça se passe là-dessus. Nos corps sont tous différents. Nous n'avons pas tous le même vécu, nous n'avons pas la même personnalité, nous ne réagissons pas simultanément de la même façon à des gestes. Il est donc nécessaire pour les conjoints de s'accorder sur les gestes qu'ils vont commettre l'un avec l'autre. Et de pouvoir se dire très calmement, très simplement, voilà ce qui est possible pour moi, voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me serait agréable. Cela ne préjuge absolument pas de l'avenir parce que comme nos personnalités sont en évolution, ce qui est possible aujourd'hui, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sera peut-être possible demain. Et ce qui est possible aujourd'hui ne sera peut-être plus possible demain. C'est-à-dire qu'en permanence, cet équilibre des deux conjoints dans la sexualité pour s'accorder ce qu'ils vont faire doit être travaillé. Il n'y a rien d'acquis dans le domaine conjugal. C'est en permanence un équilibre dynamique, quelque chose qui est en progression, qu'il faut sans arrêt travailler, sans arrêt remettre en œuvre. Et on voit bien que cette progression des conjoints l'un vers l'autre, cet équilibre, cette harmonie des conjoints l'un vers l'autre se fait dans le sens d'une plus grande intimité de plus en plus. Il y a une zone de progression dans le domaine de la sexualité qui est une zone de progression dans la vie. Vous voyez bien qu'une sexualité conjugale épanouie, bien loin de la convoitise, hein, nécessite de prendre en compte ce conjoint tel qu'il est, avec ses attentes, ses appétences, ses possibilités, et l'ayant compris, d'agir en fonction, en créant un domaine complet entre les deux, ce qu'on appelle un domaine d'intimité conjugale, dans lequel chacun va pouvoir être bien, se lâcher sans risque avec l'autre, et donc vivre quelque chose d'intense avec lui. Je voudrais maintenant, dans une troisième partie, assez brièvement, porter un regard un petit peu plus catholique une sexualité conjugale épanouie. Saint Jean-Paul II nous dit que l'on ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre la vérité, la signification de la sexualité humaine. C'est très loin cette phrase. On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre la vérité, la signification de la sexualité humaine. Dans sa lettre aux familles, le numéro 19 de sa lettre aux familles. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'on voit bien que la sexualité conjugale, elle va signifier quelque chose de fort. Vous savez que nos esprits ne peuvent entrer en communication qu'à travers nos corps. Or, le corps est beau. Le corps est beau parce qu'il est le témoin des hautes aspirations de notre être.
cette soif de pureté, cette soif de beauté, cette soif de grandeur, cette soif de perfection, cette soif de don de soi, cette soif de prolonger dans les enfants, cette soif d'amour, cette soif de Dieu qui nous habite, c'est notre corps qui en témoigne. Et donc notre corps est beau parce qu'il manifeste toutes ces soifs qui sont en nous. Mais le corps est beau aussi pour une autre raison. Ça, c'est Saint Jean-Paul II qui le nomme, c'est quand il parle de la qualité sponsale du corps humain. Le corps humain est beau parce qu'il est un symbole d'amour. D'ailleurs, quand nous voyons quelqu'un de beau, nous n'imaginons pas que cette personne ne puisse pas aimer. C'est pour ça que nous sommes attirés par les personnes belles, parce qu'on voit l'amour en elles. Voilà. Et donc, le corps humain est beau dans sa plastique, parce qu'il symbolise l'amour. Comprenons que l'amour va se manifester par ses corps, et que ces corps sont beaux. Et donc, la communication des deux esprits, ça va se faire par quelque chose qui va s'incorporer d'un corps à l'autre, qui va passer d'un corps à l'autre. C'est comme ça que les deux esprits vont entrer en communication. On appelle ça l'incorporation. Et dans le mariage, Dieu a mis l'incorporation à un niveau assez étonnant. Il a inventé la sexualité. Il fallait quand même le faire, inventer ce truc-là. Cette pénétration d'un être par l'autre, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime, extrêmement puissant, extrêmement sublime. C'était, il fallait l'inventer. Voilà. Vous savez que après avoir créé Adam, c'est dans le deuxième récit de la Genèse, Dieu lui confie la création. Et pour qu'Adam se l'approprie, Dieu fait définir devant lui les animaux. Et Adam va nommer les animaux, et les nommant, il leur donne une identité, il leur donne une identité, il leur donne une place. Et que Adam devient le coopérateur de la création en finissant d'ordonner la création. Mais dans une traduction de la Tobe, ça se termine comme ça, de la façon suivante. Quand il arriva à lui-même, l'homme ne trouva rien qui le satisfât. Il est perdu. Alors, il a ordonné toute la création comme Dieu lui a donné, mais lui, il n'a pas trouvé sa place, il ne sait pas ce qu'il fait là, il est paumé. C'est là où Dieu l'endort. Et pendant qu'il dort, Dieu lui pique une côtelette, et avec ça, il va façonner Ève. Et là, c'est très intéressant. Qu'est-ce que Dieu va faire avec Ève pour qu'Adam, qui s'est endormi, perdu, à son réveil, puisse comprendre qui il est et ce qu'il fait sur cette terre? Et que nous dit la psychologie de la femme? Qu'est-ce que c'est que la femme? La femme, comme je disais tout à l'heure, c'est un être de relation et d'intimité. Un être de relation et d'intimité, c'est un être d'amour. La femme est un être d'amour, c'est-à-dire que la femme, par elle-même, symbolise l'amour. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Quand Adam se réveille, il voit Ève, je vous rappelle qu'ils étaient nus tous les deux, il a cette exclamation extraordinaire. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Jamais ils n'avaient dit ça avec les animaux. Il reconnaît en Ève quelque chose que lui-même a. Mais c'est pas suffisant. Quand il voit Ève, je crois que c'est Saint Augustin qui dit ça, il désira Ève, il désira s'unir à Ève. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a compris Adam en voyant Ève? Eh bien, il comprend qu'il a en face de lui un être d'amour. Et il comprend donc que lui aussi est fait pour l'amour. C'est ça que comprend Adam, c'est qu'il est fait pour l'amour, et qu'avec Ève, il va pouvoir aimer. Saint Jean-Paul II va encore plus loin. Il nous dit ce qu'Adam a compris, c'est qu'il est à l'image de Dieu. De même que les trois personnes de la Trinité s'aiment d'un amour et que cet amour est fécond, de même Adam va pouvoir aimer Ève et cet amour aussi va être fécond. C'est-à-dire que dans la sexualité, Adam ressemble à Dieu, ressemble à la relation entre les personnes de la Trinité. Et là, on voit que la sexualité va toucher quelque chose de très fort dans le divin. C'est-à-dire que c'est Saint Jean-Paul II qui nous dit ça. En voyant Ève, Adam comprend qu'il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que la sexualité conjugale, quand elle est bien vécue, elle nous rend une image vivante de Dieu. Saint Jean-Paul II va encore plus loin, il dit, le plus beau symbole de l'union des trois personnes de la Sainte Trinité sur cette terre, c'est l'union sexuelle des deux. On voit bien donc que cette sexuelle touche au sublime. Étonnamment, touchant au sublime, la sexualité aussi a des actes les plus charnels. Et donc, j'ai envie de dire, on fait le grand écart là, entre le charnel et le sublime. C'est pour ça que je l'ai dit, je pense, la première disposition pour vivre correctement la sexualité, c'est le recueillement. Le recueillement sur l'acte sublime qui touche au divin que nous allons rencontrer. Et ensuite, il faut vivre les choses charnellement, bien sûr.
Lucifer, l'ange de la lumière déçu, a été créé par Dieu dans une unité qui est supérieure à celle de l'homme. En revanche, Dieu a donné à l'être inférieur qu'est l'homme une capacité extraordinaire, c'est d'être procréateur dans la sexualité. Ça, les anges ne l'ont pas. Et je pense que c'est quelque chose qui déchaîne la colère de Lucifer, ça, c'est cette capacité que nous, êtres humains, nous avons de ressembler à Dieu et d'être coopérateurs de l'œuvre créatrice de Dieu. Les anges n'ont pas ça. Et ça, c'est par la sexualité. Et on voit bien que cet acte sexuel touche au divin maintenant. Et on comprend très bien pourquoi Satan se déchaîne contre la sexualité. Pourquoi il a tendance à la salir. Et pourquoi, j'ai envie de dire aussi, les prêtres, les religieux consacrés leur sexualité à Dieu, ça le met encore plus en colère. Et donc pourquoi il se déchaîne contre eux, bien évidemment. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la sexualité. Il est temps de conclure. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer? Qu'une sexualité conjugale épanouie n'est pas une quête de performance ou une recherche du plaisir le plus intense, mais constitue, dans le respect de son conjoint, depuis sa corporalité jusqu'à son esprit, un acte sublime qui marque de façon joyeuse l'union des personnes. Cette union nécessite de sortir d'une vision d'un désir puissant pour utiliser son conjoint, voilà, ou d'un regard de convoitise, pour se mettre dans l'état d'esprit de l'amour et de la joie. Parce qu'effectivement, un des bénéfices de la sexualité, c'est qu'elle suscite l'amour et elle nous rend joyeux. Concrètement, cet état d'esprit se met ensemble dans toute une chorégraphie nuptiale que j'ai essayé de vous décrire, qui est respectueuse du tempo de chacun et des attentes de chacun. Du coup, quand elle est bien vécue, l'union conjugale s'accompagne aussi d'un renforcement puissant de l'unité des époux, au plan physiologique d'abord, mais de façon éphémère, et au plan psychologique et de façon durable. C'est-à-dire elle favorise la vie conjugale. Elle donne un élan à l'amour en mettant en œuvre l'entente et en accroissant la connivence et l'intimité des époux. J'ai envie de dire, elle est à ce moment-là un vecteur de la fécondité et de l'amour, but ultime du mariage, bien sûr. Pour terminer, les révolutionnaires sans surprise ont une vision exactement opposée à celle de l'Église. Là où l'Église vise au sublime, eux, ils visent à l'animalité. C'est quand même incroyable. Or, je pense que nous avons, nous, chrétiens, quelque chose de très fort. L'Église voit dans la sexualité une communion au divin, notre ressemblance à Dieu. Euh, Nous sommes dans une culture révolutionnaire qui promeut la quête du plaisir, mais on dénonce en même temps avec indignation les méfaits. Nous, catholiques, nous avons une vision de la sexualité qui est incroyablement plus riche, incroyablement plus équilibrée, mais nous restons trop souvent timorés pour affirmer la beauté de ce que Dieu a voulu dans la sexualité. Notre époque, en excitant à la convoitise sexuelle, dénature la sexualité et emprisonne les personnes dans une quête d'un plaisir toujours plus grand qui, d'une part, est voué à l'échec, et d'autre part, détourne les personnes de l'amour. Cette incitation moderne peut, à mon avis, participer à cette espèce de désespérance de notre époque et à cette tristesse de notre époque. À l'opposé, l'Église propose une vision de la sexualité qui non seulement nous exhorte au plus sublime, mais en plus nous sort de notre prison intérieure pour accéder à un véritable amour de l'autre. Nous avons tort, nous chrétiens, de laisser la culture ambiante matérialiste et hédoniste, hein, la primauté du message sur la sexualité. Je pense que nous devrions sortir de cette timidité que nous avons. Je vous parlais tout à l'heure de la création d'Adam et Ève. Et donc Adam, voyant Ève, est extrêmement réjoui il comprend qu'il est à l'image de Dieu. Mais Adam et Ève ont fauté. Et on voit quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. C'est qu'après la création de Ève, il est indiqué Dieu se reposa. Il se reposa parce qu'effectivement, il a créé deux êtres qui étaient à son image, qui pouvaient atteindre le divin par l'union sexuelle qui leur permettait de faire. Mais saint Ambroise va plus loin aussi. Il ajoute après cette remarque sublime, Dieu se reposa, car enfin, il avait des êtres avec qui il pouvait pardonner. Et j'en termine là-dessus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Danselme, de tous ces apports concrets que vous avez réussi à ponctuer d'exemples précieux pour nous parce qu'ils nous ancrent dans la réalité.
Ça a vraiment mis en lumière des repères essentiels et aussi, vous avez réussi à donner des leviers pour éviter les impasses. Et ça, c'est très important. Cela aura, je pense, aidé un très grand nombre d'entre nous à mettre des mots sur des comportements dont ils n'avaient pas conscience et de nous donner des clés pour mieux se comprendre. Et ça promet vraiment de belles discussions en couple pour que chacun exprime nos besoins. Ça, on l'a bien noté. Mais aussi peut-être pour verbaliser des pardons par rapport à certains comportements et chercher vraiment cette harmonie qui est vraiment possible quand on vous écoute et avec une profonde communication.